Le test de la semaine, c'est celui du Huawei Ascend 7. Il n'est pas facile à prononcer, mais il est assez intéressant, Vincent. Ouais, tu nous en parles un peu? Il est assez intéressant, en effet. Alors, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce téléphone? Alors déjà, c'est une phablette de 6 pouces. On peut penser que c'est énorme, mais finalement, c'est quand même assez gros, mais ça a le form factor d'un smartphone de 5,5 pouces. C'est vrai qu'il n'est pas tout petit. Hein. Parce que Huawei a quand même réussi à vachement affiner les bords des écrans. Et du coup, ils ont réussi à faire entrer un écran de 6 pouces dans un format un peu similaire au 5,5 pouces. Même s'il y a le OnePlus One à côté de PO qui est légèrement moins large et légèrement... C'est vrai que c'est très similaire. Voilà, c'est quasiment pareil. C'est quand même des grands gaillards les deux. Hein. Voilà. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que Huawei a misé sur le métal pour l'arrière du téléphone, donc la coque est en métal. Voilà, avec un capteur d'empreinte digitale au milieu. Alors là, je peux pas faire la démo parce que tu as mis ton empreinte, donc voilà, on l'a enlevé. Mais normalement, on pose le doigt dessus et voilà, pour déverrouiller. Donc c'est assez pratique parce que quand même, ça fonctionne très bien par rapport au capteur de Samsung qui est un peu capricieux. Lui, il fonctionne limite un peu mieux que celui d'Apple parce qu'avec cette finition métal, même quand on a les mains moites, finalement, ça marche mieux que sur du verre et c'est pratique. Mais dommage qu'il soit à l'arrière du téléphone parce qu'on est obligé de le prendre dans la main pour déverrouiller. Oui, effectivement, si je pose comme ça... Voilà. Je suis obligée de repasser par le bouton et... Voilà, donc niveau design, il est plutôt pas mal, je trouve. Donc tu dis, il tient bien dans la main quand même. C'est vrai que c'est pas mal. Il ressemble, allez, il faut quand même se le dire, il ressemble vachement au HTC One Max. Oui, on le dit en même temps. On se comprend. Il lui ressemble beaucoup du fait qu'il est tout en métal, que c'est un format phablette, qu'il a ce capteur d'empreinte à l'arrière, sauf qu'il pèse beaucoup moins lourd. Moi je me rappelle avoir testé le One Max, le capteur d'empreinte, on avait du mal à l'avoir en main. Effectivement, là, le doigt tombe bien dessus. Il tombe directement en dessous quand on l'a dans la main. C'est effectivement plus pratique. Voilà. Bon, il y a un an d'écart. Alors au niveau caractéristique, il y a quoi dedans? Alors aussi, il y a l'écran qui est un peu spécial parce que c'est la première fois qu'on trouve la technologie IPS Neo, donc du groupement JDI, le japonais, groupement qui regroupe plusieurs constructeurs japonais en effet. Et du coup, c'est une nouvelle technologie IPS qui permet d'avoir un meilleur contraste, de meilleurs angles de vision, une meilleure luminosité. Et c'est vrai qu'il est assez bluffant quand même en termes de luminosité. Même en plein jour, en plein soleil, on voit quand même énormément. Et pareil, le contraste est assez saisissant, les couleurs sont jolies, donc franchement l'écran est assez impressionnant. Quand le cahier des charges est rempli. Voilà, le cahier des charges est rempli. Et niveau batterie, ça répond pas trop cet écran d'ailleurs? Alors non, ça va parce que moi justement je m'en suis servi là, ça fait un peu plus d'une semaine et à chaque fois donc je le mets en mode automatique mais le curseur réglé quasiment à 100%, on va dire à 80-90%. Et en plus je l'utilisais donc connecté avec une montre LG à côté en Bluetooth et il tenait facilement plus d'un jour, de 7h du matin à minuit on va dire. À la fin il me restait peut-être 10%, sachant que je l'avais vraiment utilisé énormément au cours de la journée. Donc un bon point de ce côté-là. L'autonomie est vraiment bonne. On a quand même un appareil photo dessus. Qu'est-ce qu'il vaut cet appareil photo? Alors l'appareil photo est pas mal, mais en situation, même pas de basse luminosité, mais dès qu'il y a un petit peu d'ombre, de pénombre, les clichés sont beaucoup moins nets et c'est vraiment dommage. Et surtout, il tire un peu vers le bleu. Attends, on va voir ça. C'est vrai qu'il faut s'habituer. Là, je suis en train de chercher les photos forcément. Vraiment, quoi. Ouais, les photos c'est dommage. Par contre, en situation idéale, en plein soleil, dans un environnement. Que valent ses concurrents sur cet aspect-là? Déjà, il y a qui comme concurrent? Déjà le Galaxy Note 4 qui va arriver. Ouais, qui est même un cran en dessous en termes de taille d'écran. Enfin, parce que... Lui, il est quand même disons, en termes de phablette, un peu seul en 6 pouces. Ouais, en 6 pouces, il n'y a personne d'autre. Il y a Alcatel qui va sortir le Hero 2 mais qui a des composants quand même nettement moins haut de gamme. Alors que là, on se situe entre le milieu de gamme et le haut de gamme, parce qu'il a quand même les performances qui pêchent, et ça, c'est vraiment dommage, parce que donc il y a le Kirin 925, c'est un SoC développé par iSilicon, une filiale de Huawei. Et donc ils ont fait le choix niveau processeur de mettre donc à 8 cœurs, donc il n'y a aucun souci niveau performance processeur, mais au niveau de la puce graphique c'est pas trop ça, donc c'est un Mali T628 si je dis pas de bêtises, qui est quand même bien en dessous de l'Adreno 330 par exemple qu'on retrouve sur le Snapdragon 801. Donc au niveau performance graphique c'est un peu plus faible et c'est dommage parce qu'il y a un bel écran 1080p mais finalement dans certains jeux on sent les limites dans des jeux gourmands comme Real Racing, Nova 3. C'est un peu... C'est pas du Qualcomm, c'est pas le haut de gamme Qualcomm. Non. Là, mais en processeur, vie de tous les jours,
très bien. À part peut-être des petits correctifs à apporter à l'interface de Huawei. Ah, parlons-en de l'interface. Voilà. Parce que là, je cherchais machinalement le lanceur d'application, mais en fait, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de lanceur d'application. Ah, la chinoise. Il y a tout sur... Voilà, Apple. Il y a tout sur le bureau. Apple, c'est la chinoise. Sur l'écran d'accueil. Voilà, tout est dessus. Donc ça peut faire un joli bazar au bout d'un moment quand même. Ouais. Ben, on peut créer des dossiers, heureusement, parce que sinon... Ça, je vais même t'en faire. Hein. Sinon, tu peux juste télécharger un vrai launcher. Effectivement, c'est peut-être un conseil à donner. Hein. Parce que du coup, il y a quelques ralentissements quand même à noter sur certains effets, comme l'ouverture du multitâche, ou alors quand on tire aussi... à la chinoise. Voilà. Et quand on tire l'écran vers le bas, quand on est sur l'écran d'accueil, ça ouvre une petite fenêtre de recherche à la Apple, encore comme sur iOS. Alors attends, comment je fais ? Il suffit de tirer, tu mets ton dos au milieu, tu tires l'écran vers le bas. Mais là, tu as appuyé sur le calendrier. Ouais, effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, bon là, ça va encore, mais quand il y a quelques applications qui tournent en tâche de fond, zut, pour la démo, ça marche. C'est fou, hein. Moi, j'ai une question vraiment pertinente. Du coup, je vois que tu as Vegas, tu as combien d'étages ta tour ? Je viens de commencer, donc j'ai 13 étages. 13 étages, et du coup, sur les benchmarks, comment... parce que j'imagine que tu as pu comparer à d'autres téléphones. Ouais. Selon l'intuitu, il est fantastique. C'est ce qu'il me dit. En fait, sur les benchmarks qui font appel au processeur, principalement, il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, Antutu et 3D Mark, qui a quand même des scores physiques qui font appel au processeur et qui prennent pas mal de poids dans le score final, ça va, même s'il se fait un peu distancer. Mais après, c'est sur GFX Bench, par exemple, où là, en termes d'images par seconde, on est au moins 2 fois en dessous de l'Adreno 330. Donc on voit vraiment finalement que avec leur processeur qui est quasiment maison en fait, c'est quasiment un processeur maison, ils ont la technologie et le savoir-faire pour maîtriser la partie processeur, mais celle qui a le plus évolué ces dernières années et qui demande le plus d'optimisation, elle pêche encore beaucoup. Ouais, la partie graphique, ouais. Mais ils auraient pu, en fait, ils ont fait le choix quand même de prendre la Mali 628 et c'est disponible en plusieurs versions. Ils n'ont pas pris la version la plus puissante, alors peut-être par souci d'autonomie ou de chauffe, je ne sais pas trop, mais on aurait pu avoir un peu mieux quand même. Par contre, il y a un point qui est à noter, c'est au niveau des réseaux. Ouais, le modem, là, il y a des efforts. Le modem qu'ils ont intégré dans leur SoC, c'est en effet, il prend en charge la 4G de catégorie 6, donc il monte jusqu'à 300 mégabits par seconde en théorie. En France, c'est plutôt 225 du fait des réseaux, des bandes de fréquences que les opérateurs possèdent. Mais en effet, c'est l'un des premiers smartphones, du coup, 4G+, ou LTE Advanced. Mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres, ouais. Comme le Galaxy Alpha qu'on a ici. Qu'on testera une prochaine fois. La différence avec le Galaxy Alpha, c'est qu'il coûte 200 balles moins cher, je crois. Oui, par contre, il est à 499 € en 16 Go avec une micro SD. Important. Et voilà, donc on peut mettre jusqu'à 128 Go en plus. Et actuellement, il y a un autre concurrent qui vient de sortir, c'est le Galaxy S5 4G+, qu'on retrouve chez Orange et Bouygues, puisque ce sont les seuls opérateurs à proposer ce réseau dans une toute petite poignée de villes. Et c'est tout finalement. Et avec ce Galaxy Alpha qui commence à être référencé. Voilà. Donc ce sont les 3 références du moment en 4G+. En France. On peut se dire pour l'instant ça ne sert pas à grand chose. Ceci dit, le réseau va se développer assez rapidement. A priori, si on garde son téléphone 2 ans, ça peut avoir une pertinence d'avoir un téléphone un peu en avance sur son temps. Surtout quand c'est des téléphones d'assez bonne facture, parce que le fait qu'ils soient en métal, etc., c'est quand même... c'est un bel objet. Oui, on n'a pas honte de le sortir de sa poche. Non, pas du tout. Enfin, de sa poche ou de son sac, parce que dans la poche, c'est un peu compliqué. Moi, ça rentre dans ma poche. Voilà. Que forcément, je leur mets un peu dessus. Bon, alors du coup, ce téléphone, on l'achète ou on l'achète pas ? Ça dépend. Si on est focalisé un peu sur les performances, on l'oubliera tout de suite parce qu'on va être déçu. Mais après, si on est à la recherche d'une phablette, donc 6 pouces, un bel écran, ça c'est vraiment un bon point. Pour le prix, il vaut le coup. Après, on prendra un launcher alternatif et puis... ça ne demande pas de gros efforts, donc ça ira. Gaël, toi, tu le conseilles ou tu le conseilles pas ? Je trouve que c'est un bel appareil, mais c'est le format 6 pouces. C'est vraiment rédhibitoire. Même si moi, ce qui est vraiment plaisant là-dessus, c'est que c'est un vrai flagship qui est capable, à mon avis, de concurrencer les téléphones de Samsung et HTC qu'on a vus tout au long de l'année, qui montre que vraiment que Huawei sait faire des beaux téléphones maintenant et sait faire des téléphones de grande qualité. Maintenant, moi je trouve que c'est un peu du gâchis de faire un aussi beau téléphone si c'est pour nous mettre un 6 pouces entre les mains, quoi. C'est pas un format humain. C'est pas un format qui va à tout le monde. Donc pour moi, ça c'est vraiment rédhibitoire. Et toi, tu considères que c'est un format humain ou
Moi, je ne jugerais pas le format, mais je trouve la proposition intéressante, puisqu'on a des composants finalement originaux. L'écran, on ne le retrouvera pas sur un autre téléphone de sitôt. Le processeur, il n'est pas très répandu non plus. Donc, puisque c'est une proposition originale, est-ce que c'est un souci d'optimisation ou alors un produit qui va potentiellement mal vieillir? Ton voisin fait des grimaces parce que je crois que lui s'en fiche des défauts. Non, mais en fait, je faisais juste des grimaces pour essayer de vous déconcentrer. Il n'y a aucun rapport avec ça marche pas du tout. Non, je trouve que c'est un très bel objet et c'est vraiment un truc que je regarde de plus en plus parce qu'on est arrivé quand même à une certaine maturité. Donc c'est vrai que même si le chipset graphique pêche un peu, moi, bon, je m'en sers pas particulièrement pour des jeux gourmands. Enfin, tu vois, Vegas où je t'éclate grave, c'est un truc, ça tournerait même sur un Minitel. Donc voilà, ça je regarde bien sûr un peu parce que j'en veux pour mon argent, mais c'est un peu moins important aujourd'hui dans mon esprit que vraiment l'objet. Je trouve que c'est un bel objet. Le format 6 pouces, bon, je trouve un poil trop, 5.5, je trouve que c'est parfait, mais comme on l'a vu, comparé au OnePlus One qui est un 5.5, c'est pas vraiment plus gros. Le prix est tout à fait bien positionné. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une promesse intéressante. Moi je suis assez d'accord avec Pod, c'est-à-dire dans le grand public, qui s'intéresse réellement aux performances d'un téléphone? Qui va s'intéresser? Oui, ok, Vincent. Vincent, c'est les 2% qui s'intéressent à ça. Dans une boutique Orange ou dans une boutique de vente de téléphone, j'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est quoi le SOC dans le téléphone. Voilà. Les gens veulent juste que ça marche bien. Voilà, ils veulent que ça marche bien. Et ça marche. Là, pour le coup, on en a pour son argent, comme tu le disais. On a un beau produit qui tourne bien, qui a une bonne autonomie et qui a un très bel écran, ce qui est quand même l'un des critères d'achat les plus importants. Voilà donc pour ce Huawei Ascend Mate 7, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, qui est donc un très beau téléphone qu'on conseille largement puisque pour 500 €, il propose un très bon rapport qualité-prix.